Bienvenue. J'ai intitulé cette vidéo «Un monde qui rétrécit». Est-ce que vous avez vu le film Honey, I Shrunk the Kids? Chérie, j'ai rétréci les gosses. Parce que pour nous, ce serait plutôt un truc du genre Chérie, t'aurais pas vu ma planète B? Quoi, il n'y a pas de planète B? Ah non, c'est con parce que j'ai rétréci la planète A. On va s'intéresser dans cette vidéo aux projections des climatologues. On va voir que si on les croit, bah, notre monde risque de rétrécir ou de rapetisser. Pourquoi? Bah, d'abord à cause de la montée des eaux, mais j'en traiterai pas ici, je le ferai dans une vidéo ultérieure. Mais surtout parce qu'il y a de grandes parties de la planète bah, qui risquent de devenir tout simplement inhabitables. La première chose qu'on remarque lorsqu'on étudie les projections du GIEC, c'est que le changement climatique, bah, il aura lieu d'une certaine manière en partie, quoi qu'on fasse, hein. C'est-à-dire que les températures vont augmenter, y compris dans les scénarios les plus optimistes, jusqu'à 2040. On s'aperçoit aussi que finalement, les scénarios commencent à véritablement diverger, à être différents chacun des autres, à partir de cette même date 2040. Avant 2040, ben, par exemple, le SSP1 2.6 et le SSP1 1.9 sont relativement similaires. Et ensuite, des écarts importants se creusent entre les différents scénarios. Une des choses que montrent ces projections du GIEC, bah, c'est que le climat, il a une forte inertie. Même si on arrêtait aujourd'hui d'émettre la moindre particule de gaz à effet de serre, eh bien on aurait quand même du réchauffement climatique. Et c'est même cette inertie qui nous oblige à agir dès maintenant. On ne peut pas attendre 2040, hein, au moment où les scénarios divergeront, pour agir. Pourquoi? Bah parce que ce sont aussi les efforts d'aujourd'hui, hein, ce on va entreprendre d'ici 2040, qui vont porter leurs fruits à partir de 2040 et qui vont du coup influencer la trajectoire de température sur l'ensemble du siècle. Et on a vu que entre le scénario le plus optimiste et le plus pessimiste, eh bien on avait quand même 3 degrés de réchauffement global d'écart, ce qui est considérable. Le GIEC, il a créé un outil absolument génial pour diffuser les connaissances au sujet du réchauffement climatique, c'est son atlas interactif. Vous pouvez y avoir accès en ligne, euh, et je vous conseille d'utiliser pas la version simple, parce qu'elle vous bloque dans le scénario SSP5 8.5, mais plutôt d'utiliser la version advanced qui vous permet de changer le scénario qui peut vous intéresser. Donc par défaut, ce que montre le GIEC, c'est une carte, hein, des températures moyennes pour ici un réchauffement de 2 degrés selon le scénario SSP5 8.5. Donc, par exemple, on peut changer et prendre 3 degrés, d'accord, pour le scénario SSP5 8.5. Alors, ok, 3 degrés, mais quand est-ce que ça va se réaliser? C'est pas clair, hein. Et donc, pour ce faire, ce que vous pouvez, c'est regarder en cliquant ici, vous avez les time series. Donc ici, ça représente chacun des pointillés ici représente un des modèles, d'accord? Et ce qu'on voit, c'est que pour la médiane des modèles, ben, c'est à peu près en 2060, hein, c'est la courbe en rouge ici, c'est à peu près en 2060 qu'on arrive à 3 degrés de réchauffement. Donc vous voyez qu'il y a quand même des modèles qui prédisent que ça va se passer avant, et puis des modèles qui prédisent que ça va se passer simplement plus tard, mais la médiane des modèles, c'est en 2060. Donc voilà comment on utilise l'atlas du GIEC quand on spécifie un, lorsqu'on spécifie une augmentation des températures, elle vous montre comment, à quelle date les modèles pensent que ça va se réaliser. Mais vous pouvez faire aussi différemment, et au lieu de fixer un réchauffement, vous pouvez fixer un horizon temporel, hein, par exemple ici long term, et, euh, et donc là, ça vous donne à long terme ce que sera le réchauffement et le changement des températures. Et donc vous voyez que ça peut être considérable à long terme, hein. On peut aussi choisir plutôt un milieu de terme si on veut. Donc on peut aussi changer, hein, le scénario et on aura là pour le scénario ce qui va se passer à cet horizon temporel. Et si vous voulez savoir ce qui va se passer en un point particulier, donc vous pouvez cliquer ici sur Point Information, et ensuite vous cliquez sur le point, et vous voyez qu'à telle longitude, on aura 4 degrés de réchauffement à long terme dans le scénario SSP3 7.0 par exemple. Donc là, j'ai cliqué sur le nord-est de la France, c'était un peu au hasard.
Alors dans ce scénario SSP3 7.0, on a une augmentation des températures qui est marquée, mais est-ce que c'est plutôt parce que les températures minimales augmentent, ou est-ce que c'est parce que les températures maximales augmentent? Alors une des choses qu'on pourrait faire, c'est se focaliser par exemple sur la région euh, qui est l'océan Arctique, et regarder par exemple pour les températures maximales. Et là, on voit, si je prends la table summary, que ça donne near term 4 degrés d'augmentation, medium term 6 et près de 11 si c'est long term. Par contre, si je choisis donc 4, 6, 11, si je choisis minimum temperature, à ce moment-là, je vais me retrouver avec 4, 7, 6, 7, 12, 3. Donc on voit que c'est quand même plutôt les températures minimales. En fait, les températures ne redescendront plus comme le passé aussi bas. Et donc c'est plutôt l'augmentation des températures minimum qui fait l'augmentation de la température moyenne. Alors les changements de température, c'est important bien entendu, mais il faut aussi s'intéresser aux températures elles-mêmes. Par exemple ici, vous voyez qu'en changement de température, l'Inde, la Chine, l'Indonésie, ben, c'est pas finalement de grosses augmentations de température. Mais par contre, si on va cette fois-ci sur value et non pas sur change, ben, on va avoir vraiment une carte qui n'est plus du tout la même, et on s'aperçoit que au contraire, hein, sur l'Indonésie ou sur l'Inde par exemple, il peut y avoir des températures qui sont extrêmement élevées, hein, parfois supérieures à 40 degrés. Alors pour la vie humaine, ben, ce qui compte c'est le nombre de jours finalement où les températures sont extrêmement élevées, et donc là on a par exemple la variable days with temperature above 35 et days with temperature above 40 degrees, donc le nombre de jours avec des températures supérieures à 40 degrés. Et bah là, vous avez une carte qui commence à être très inquiétante, par exemple sur l'Inde, sur bien entendu l'Afrique subsaharienne, par exemple, avec des valeurs hein, qui peuvent être supérieures à 100 jours. Hein. Si je prends ici Point Information et que je regarde sur le centre de l'Inde, ben, je vais avoir plus de 100 jours au-dessus de 40 degrés de température. Mais on a aussi hein, des endroits en Amérique du Sud où on peut avoir des choses un peu similaires, avec plus de 100 jours là aussi en Amérique du Sud, supérieurs, avec des maximums supérieurs à 40 degrés. Donc ça c'est véritablement préoccupant, hein, et si vous voulez regarder ici, vous pouvez regarder, ça va vous tracer, hein, si vous cliquez sur le curseur à gauche, ça va vous tracer tous les endroits où finalement on va du globe, où on va se retrouver avec plus de 100 jours au-delà de 40 degrés. Donc cet atlas du GIEC, il est vraiment très bien, très bien fait hein, pour par aussi la quantité de variables qui est considérée. Alors, est-ce qu'on est certain que ces projections sont valides? Eh bien, pour les températures, oui, globalement, parce que si vous choisissez par exemple ici le niveau simple comme uncertainty, ben, vous voyez qu'apparaît ici une zone qui est assurée. Donc c'est la seule zone finalement où on ne sait pas trop ce qui va se passer dans le futur, et donc ces hachures ici indiquent que l'incertitude est trop grande pour qu'on puisse conclure. Mais il y a des variables, par exemple, telles que les précipitations, qui génèrent un très haut degré, au contraire, d'incertitude. Ça veut dire qu'il y a vous voyez, les zones hachurées sont extrêmement étendues, mais sur toutes les zones hachurées, bah, ça veut dire soit que les modèles, bah, ils peuvent pas conclure, hein, parce que ça dépend énormément des conditions initiales, par exemple, donc il y a une énorme variabilité à l'intérieur même d'un même modèle, soit ça veut dire que les modèles, ils peuvent conclure, mais ils sont pas d'accord les uns avec les autres. Donc je vais donc pas trop commenter les évolutions des précipitations, d'autant qu'on le fera, hein, on parlera du cycle de l'eau et des précipitations dans une vidéo ultérieure. Ce qui est un peu inquiétant avec les projections de température que fait le GIEC, c'est que dans ce genre de projection de température, ben on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il n'y a pas tellement d'humains qui arrivent à vivre. Donc, il n'y a qu'à regarder, par exemple, l'étude qui a été faite par Klinger et Ryan, enfin, qui a été publiée en 2022. Hein, ils nous parlent, ils nous disent que finalement, les humains, bah, ils occupent une espèce de niche climatique qui finalement est relativement petite, et que, bah, surtout, au-delà de 30 degrés,
il y a quasiment plus personne, hein. C'est-à-dire que autant la distribution, elle va assez bas, on trouve des gens qui vivent dans des températures froides, mais la courbe, hein, de l'histogramme de répartition des populations, elle n'est pas du tout symétrique et il s'arrête brusquement à 30 degrés, hein. Il y a quasiment personne, hein, aujourd'hui dans la population mondiale qui vit dans des endroits où il fait plus de 30 degrés en moyenne. Donc ça devrait nous alerter parce qu'il va y avoir des tas d'endroits dans le monde où on passe, hein, cette barrière des 30 degrés. Il y a des tas de raisons pour lesquelles les humains ne vivent pas dans des environnements qui sont extrêmement chauds. La première, par exemple, ce serait que c'est difficile d'y faire de l'élevage ou d'y faire pousser des plantes pour se nourrir. Mais il y a aussi une autre raison, c'est que le corps humain, il n'est pas adapté à toutes les conditions climatiques, hein. On a des limites physiologiques, hein. Notre température ne peut pas monter au-dessus de 37 degrés. Et si jamais la température extérieure est supérieure à 37 degrés, il faut se refroidir. On se refroidit avec l'évaporation, hein, de l'eau, de la transpiration sur la peau. Donc quand les conditions sont à la fois chaudes et humides, cette régulation thermodynamique, elle ne peut pas avoir lieu et la physiologie humaine est en danger, hein. Les organismes peuvent se détériorer, voire ça peut entraîner jusqu'à la mort. Alors effectivement, où se trouvent ces limites? C'est pas facile à déterminer parce que les humains sont génétiquement différents, etc., donc plus ou moins bien adaptés. Mais ce qu'on peut faire, c'est des statistiques, hein. Et donc, il y a des chercheurs qui ont essayé de faire ça. Ils ont pris des tas d'événements climatiques extrêmes, et puis ils ont regardé ceux qui faisaient des morts et ceux qui ne faisaient pas de morts. Et ils ont essayé de trouver la meilleure ligne de démarcation en se limitant à deux variables, hein, l'humidité et la température. Et donc ils aboutissent ici, dans le graphique que vous voyez là, ils aboutissent à la ligne bleue, hein, qui est le meilleur classificateur des événements en non létal et létal. Et pour se donner une bonne marge, hein, ils prennent la marge, une possibilité de se tromper simplement de 95%, et ils obtiennent la courbe rouge, et ils gardent cette limite comme étant la combinaison de température et d'humidité qui est deadly, hein, donc potentiellement létale. Alors, c'est ce qui a été fait donc dans cet article qui a vraiment fait beaucoup parler de lui, hein, Global Risk of Deadly Heat, euh, et dont les cartes ont été abondamment reproduites. Vous êtes peut-être déjà tombé sur une de ces cartes, hein, dans la littérature. La carte qui a vraiment frappé les esprits et qui a été beaucoup reproduite, c'est probablement celle-ci, hein. C'est sous l'hypothèse d'un representative concentration pathway 8.5, donc avec un forçage de 8 watts et demi par mètre carré. Et dans ce scénario, on a des zones très étendues du monde, et pour certaines très peuplées, euh, en Afrique centrale ou bien en Asie, dans lequel il peut y avoir 200 jours par an ou plus qui dépassent le seuil de létalité. C'est-à-dire que les conditions de température et d'humidité présentent des risques mortels pour l'organisme. Le GIEC, lui, il n'utilise pas les seuils de létalité de l'article dont je viens de vous parler, il utilise des indices de chaleur et des seuils dans les indices de chaleur. Donc il utilise le Heat Index, hein, dont vous avez la représentation des valeurs ici selon humidité et température. Et il y a ce seuil à 41, alors il utilise le seuil à 35 et le seuil à 41. Pourquoi? Parce que au-delà de 41 d'indice de chaleur, on peut considérer que l'organisme humain est en danger. Et au-delà de 52, il serait en extrême danger. Et donc le GIEC fait des projections selon les scénarios de l'évolution du nombre de jours dangereux, hein, donc dont le heat index deviendra supérieur à 41. Et donc on voit ici qu'il y a beaucoup de régions du monde où le heat index 41 va être franchi pendant plus de 200 jours. C'est-à-dire qu'il y a plus de 200 jours de plus, hein,
durant lesquelles le heat index va être supérieur à 41, c'est-à-dire durant lesquelles les organismes humains vont être en fait en danger d'une certaine manière. Alors ça confirme d'une certaine manière euh, ce qui était avancé dans l'article 2017 dont je viens de vous parler. Les évolutions de température vont représenter un défi en tant que tel, sanitaire. Et ce qui est important aussi de noter, c'est que ça dépend beaucoup des scénarios. C'est-à-dire que si, au contraire, on reste dans un scénario SSP1 2.6, donc eh bien là, les évolutions sont bien moindres. C'est-à-dire qu'on reste en deçà dans la plupart des régions du monde. Il y a une petite augmentation, mais qui est de l'ordre de 5 à 15 jours, moins de 20 jours pour la plupart des cas, du nombre de jours où les organismes seraient en danger. Donc ça, c'est vraiment une raison majeure, parmi tant d'autres, mais elle est quand même majeure, de mener des efforts d'atténuation qui soient les plus vigoureux possibles à échelle planétaire, de manière à éviter de mettre en danger les organismes de beaucoup de nos semblables. Ce rétrécissement du monde, qui découle simplement du fait qu'il y a une grande partie de notre planète qui risque de devenir inhabitable, il a de très nombreuses conséquences graves. La première, c'est potentiellement des pertes massives de vies humaines, il ne faut pas se le cacher. La seconde, c'est d'intenses processus migratoires qui vont déraciner les gens, avec toutes les difficultés, les problèmes qui peuvent en découler, des souffrances et des rejets. Il peut y avoir aussi des rivalités territoriales qui deviennent beaucoup plus aiguës, avec des conflits armés éventuellement. Et puis se pose la question de savoir si l'humanité va réussir à rester, va être solidaire vis-à-vis de ces réfugiés climatiques, et si elle ne l'est pas, au fond, que restera-t-il de sa morale, de cette morale universelle qui nous enjoint de considérer chaque humain comme une personne qui est moralement l'égale de nous-mêmes. Donc les conséquences, un monde qui c'est plus facile en quelque sorte d'être moral dans un monde qui ne bouge pas, ou dans un monde qui au contraire est en expansion, que dans un monde qui rétrécit, et c'est là que se trouve l'enjeu aussi du changement climatique, hélas.